Les appareils générant cette pollution électromagnétique sont, pour les plus courants, les téléphones portables bien sûr et leurs antennes relais, les ordinateurs, le Wi-Fi et le WiMAX, les lignes haute tension, et les appareils domestiques tels que les fours à micro-ondes par exemple. Ces agressions sont donc permanentes. Concernant les manifestations généralement constatées chez les personnes exposées au stress électromagnétique, les problèmes de sommeil et de fatigue sont courants. Ils peuvent être liés, comme on le verra dans les diapositives suivantes, à l'effondrement de la production de mélatonine pour les organismes exposés. Un autre exemple est celui de la sensation de chaleur que le téléphone portable provoque, ou peut provoquer, au niveau de l'oreille, sensation de chaleur qui pourrait être due non pas seulement à une élévation physique de la température du téléphone, ou de l'effet thermique des micro-ondes sur les liquides de l'oreille, mais aussi à une inflammation des tissus, probablement accompagnée d'un dégagement d'oxyde nitrique de ces tissus. L'oxyde nitrique étant un marqueur d'inflammation tissulaire. Tous les appareils du commerce répondent à des normes pour le respect de l'environnement et pour protéger la population des différents dangers potentiels. C'est le rôle des instances officielles d'assurer la protection sanitaire des individus, mais peut-être tous les paramètres ne sont-ils pas pris en considération. Prenons l'exemple d'une ligne haute tension de 125 000 volts. À partir d'une distance de 3 mètres du câble électrique, va apparaître le risque d'un arc électrique. L'arc électrique, c'est l'étincelle qui se forme lorsque deux éléments ayant un potentiel différent se rapprochent. Vous pouvez constater l'importance de cette étincelle dans le cas de lignes haute tension. Dans ce cas précis, la norme officielle autorise la population à être exposée 24 heures sur 24 à un champ magnétique équivalent à celui existant à 1 mètre de ce câble, pour une fréquence de 50 Hz, et seulement 20 cm pour les professionnels, donc 8 heures par jour. Le risque d'arc électrique apparaissant à 3 mètres, peut-être tous les paramètres n'ont-ils donc effectivement pas été pris en compte pour l'établissement de ces normes officielles. Un autre dernier exemple avec le label TCO. Ce label est généralement utilisé pour le matériel informatique. Il est clairement indiqué que les valeurs recommandées par le TCO sont basées sur l'objectif de descendre le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement réalisable. Les normes sont rédigées en fonction de contraintes techniques et non pas biologiques. Un champ électromagnétique est caractérisé d'une part par son intensité, ou sa puissance, mais aussi par sa fréquence. Pour faire simple, la fréquence est le nombre d'oscillations par seconde. Voici l'étendue du spectre des fréquences, pour donc entrer un petit peu plus en profondeur dans la théorie des champs électromagnétiques. À gauche, les extrêmement basses fréquences, appelées ELF, Extremely Low Frequencies, et à droite les hautes, voire très hautes fréquences. Un téléphone portable, par exemple, va émettre dans les extrêmement basses fréquences, pour le fonctionnement propre de l'appareil et pour la modulation de la fréquence porteuse, et dans les fréquences des micro-ondes pour communiquer avec l'antenne relais. À partir des fréquences en micro-ondes, et uniquement à partir de ces fréquences, les rayonnements pourront provoquer des effets thermiques. Les normes ne vont prendre en considération que ces effets thermiques, donc la partie droite du graphique, même si on sait qu'il existe des effets biologiques importants générés par les basses fréquences ELF. D'ailleurs, l'OMS a classé en 2001 ces ELF en catégorie 2B, cancérigènes possibles, ce qui illustre bien le caractère incomplet, voire contradictoire de ces normes. En mai 2011, ce sont globalement les ondes des téléphones portables qui sont reconnues dans cette même catégorie. On a vu les fréquences, on va voir maintenant les intensités, qui donc sont directement liées aux puissances d'émission. L'unité utilisée pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique est le Tesla, ou ses subdivisions le millitesla, le microtesla, le nanotesla, le femtotesla. Les systèmes biologiques communiquent également par des microsignaux électromagnétiques, d'intensité certes extrêmement faible, mais suffisante pour que les cellules puissent échanger entre elles. Le signal de compensation du CMO, que l'on verra plus tard, se situe en intensité dans ces ordres de grandeur. De l'ordre de la centaine de milliers, voire du million de fois plus intense, se trouvent les appareils électroniques du commerce, téléphones, ordinateurs, etc. Et encore 100 à 1000 fois plus intenses se trouvent les normes officielles générales d'exposition, évoquées précédemment. Pour les écrans, il y a 20 ans,
Les normes étaient à 250 nanotesla, elles sont aujourd'hui à 40, mais restent néanmoins 400 000 fois plus intenses que les émissions d'un cerveau humain. De façon générale, la cohésion des différents éléments constitutifs de la matière, des molécules, des ions et autres briques élémentaires, se fait par des systèmes d'attraction-répulsion dus aux charges électriques de chacune de ces briques. Le tout est bien sûr en perpétuel mouvement, rotation en effet toupie et oscillation. Et lorsque vous mettez en mouvement des charges électriques, il y a automatiquement génération d'un champ électromagnétique. Les organismes vivants émettent donc en permanence de micro-signaux électromagnétiques. Et les cellules vivantes communiquent, échangent entre elles via ces micro-signaux électromagnétiques d'intensité extrêmement faible, mais qui se trouvent sur des plages de fréquences similaires aux plages de fonctionnement de nos appareils de communication. Cette similitude peut induire des phénomènes de résonance, des interactions entre les rayonnements artificiels et les organismes biologiques, et provoquer ainsi des effets, des désordres biologiques. Voici la comparaison des plages de fréquences entre un téléphone portable et les principaux ions de notre organisme. Le téléphone émet dans les extrêmement basses fréquences pour son fonctionnement propre, aux alentours des 30-40 Hz, et dans la gamme des micro-ondes pour la porteuse, aux environs de 1 à 2 GHz, modulée elle-même en ELF. Or, il se trouve que l'ion calcium Ca2+, par exemple, a une fréquence propre de rotation à 35 Hz et une fréquence d'oscillation entre 1 à 2 GHz. De même pour d'autres ions importants pour l'organisme, comme le magnésium proche des 50 Hz. Certaines fréquences émises par les appareils de communication étant proches de fréquences de structure biologique, il risque de se créer des phénomènes de résonance entre ces deux systèmes, biologiques et artificiels. Voici schématiquement la représentation du mouvement de l'ion à l'intérieur de sa cavité protéinique, en rotation dans les basses fréquences, c'est l'effet toupie, et en oscillation dans les hautes fréquences. Des phénomènes de résonance entre ces vibrations, oscillations naturelles et pollution électromagnétique artificielle, risquent de perturber la liaison de l'ion avec sa protéine, alors que la perturbation de cette liaison ion-protéine est un facteur important de désorganisation biologique. Le principe du CMO va justement être de permettre un fonctionnement normal de ces liaisons ion-protéines. Après ces généralités, nous allons voir maintenant quels sont les paramètres biologiques qui sont perturbés par les ondes électromagnétiques de nos appareils de communication et le moyen de remettre à la normale ces paramètres, de compenser, de supprimer ces effets biologiques par une oscillation magnétique de compensation, CMO. Qu'est-ce qu'un CMO et quel est le principe de fonctionnement d'un CMO? Même si en réalité la question importante n'est pas comment ça marche, mais est-ce que ça marche, quels sont les résultats biologiques? Le CMO est composé d'une solution saline, c'est-à-dire une solution aqueuse contenant différents ions, structurée par un traitement électromagnétique spécifique et qui va émettre un signal hyper faible, mais néanmoins bioactif, c'est le signal de compensation. Ce signal, par effet de résonance, va permettre aux cellules de l'organisme d'échanger de façon normale et naturelle, malgré la présence du rayonnement électromagnétique artificiel. Ce signal de compensation est corrélé à la pollution électromagnétique à corriger. C'est pour cette raison que chaque CMO a une application bien spécifique. La solution active est stable, et on a par ailleurs constaté après 2 ans de fonctionnement que le signal de compensation était toujours présent avec des résultats biologiques identiques. Pour aller plus loin sur la validation physique et théorique de la technologie, ou pour comprendre les principes des émissions électromagnétiques des liquides, vous pouvez consulter les quelques ouvrages suivants. Voici l'exemple du CMO pour téléphone portable. Il s'agit simplement d'un petit dispositif qui va se coller sur l'appareil. On le verra en détail plus loin. Il faut bien noter qu'on ne peut parler de pollution ou de protection électromagnétique qu'à travers des constats biologiques. Toute proposition de protection, tout test de mesure de toxicité des ondes électromagnétiques, pour être valable, doit passer par le constat biologique. Sinon, cette proposition reste une hypothèse théorique qui ne permettra pas de conclure à une réelle efficacité.
Plusieurs études de validation biologique des CMO vont être passées en revue, sur l'animal et chez l'homme. Il va être montré que des paramètres biologiques importants sont modifiés lorsque les organismes sont soumis à ces champs électromagnétiques, mais il va surtout être montré qu'on est capable de maintenir à la normale ces paramètres biologiques lorsqu'on ajoute à cette pollution électromagnétique un signal de compensation. Il s'agit, comme on l'a vu, d'un signal de compensation hyper faible, donc qui ne provoquera pas d'altération dans le fonctionnement propre des appareils électroniques, et bioactif, c'est-à-dire avec un rôle biologique important. Les études de validation biologique ont été menées dans des laboratoires et hôpitaux universitaires indépendants durant une dizaine d'années, en France avec principalement l'université de Montpellier, mais aussi au Japon avec le professeur Miyata en ophtalmologie, ou encore à l'université de Columbia à New York avec le professeur Reba Goodman, qui est l'une des références mondiales dans le domaine des effets des champs électromagnétiques sur l'ADN. Les modèles utilisés sont la drosophile pour les études sur l'ADN, les embryons de poulets, les jeunes poulets et les souris pour les mammifères. Ces organismes sont considérés comme étant les plus sensibles aux agressions environnementales, ce qui signifie que les perturbations biologiques seront clairement visibles, ainsi que la remise à la normale de ces paramètres perturbés. Le protocole expérimental utilisé est un protocole scientifique rigoureux, avec 3 lots, le lot témoin non exposé en orange, le lot exposé non protégé en rouge, et le lot exposé protégé avec la technologie CMO en bleu. De nombreux éléments par lot sont utilisés afin de pouvoir mettre en évidence les résultats obtenus de façon statistiquement significative. Quelques études sur l'animal vont être présentées, où seront examinées les conséquences des rayonnements électromagnétiques sur l'ADN, sur la mortalité embryonnaire du poussin, sur le système hormono-immunitaire et sur le système neuro-endocrinien. Commençons donc par les études sur l'ADN, l'ADN étant le cœur de la cellule. 2 paramètres ont été retenus, le SRE et les protéines de stress HSP. Le SRE, Serum Response Elements, est une protéine activatrice de gènes de multiplication cellulaire. Le second paramètre concerne les HSP, ou protéines de stress, qui quantifient un éventuel stress lié aux conditions environnementales. Ces travaux ont été faits par le professeur Reba Goodman, professeur à la Columbia University à New York, et qui est l'un des experts internationaux de l'ADN. Le SRE est donc une protéine activant des gènes de multiplication cellulaire, que ce soit une multiplication contrôlée et normale, ou une multiplication anarchique. Le taux de référence est de 1, et quand les drosophiles sont exposés au téléphone pendant 8 jours, 1 heure par jour, le taux passe à 3,7, c'est-à-dire que les protéines chargées d'activer les gènes de multiplication cellulaire sont en concentration presque 4 fois supérieure chez ces organismes exposés au rayonnement du téléphone portable. Le CMO ramène le taux de SRE exactement à la normale. Cette étude montre que l'oscillation d'une solution saline microstructurée, c'est le CMO, est capable de ramener la biochimie de la cellule à la normale. Les protéines de stress HSP vont, elles, quantifier un éventuel stress lié aux conditions environnementales. Elles sont considérées comme un marqueur significatif pour évaluer une pollution environnementale. Leur production est là aussi multipliée par quasiment 4 chez les drosophiles exposés au rayonnement du téléphone portable, ce qui montre bien une souffrance cellulaire importante. Un paramètre qui revient également à la normale lorsqu'un CMO est apposé au téléphone portable. Ces 2 études sur les effets du rayonnement électromagnétique du téléphone mobile sur l'ADN ont fait l'objet d'une publication scientifique avec comité de lecture, c'est-à-dire qu'au préalable à la publication dans ce journal scientifique, un comité de lecture composé de diverses personnes capables de lire, commenter et critiquer les travaux se sont réunis pour analyser les protocoles expérimentaux et valider ainsi que ces études ont bien été réalisées dans les règles de l'art et donner leur accord pour la publication. Les premières études de validation biologique de la technologie des CMO ont été réalisées sur la mortalité embryonnaire de poussins. Des œufs fécondés
ont été exposés au rayonnement d'un écran d'ordinateur durant les 21 jours d'incubation. La mortalité naturelle n'est environ que de 20%, et cette mortalité atteint quasiment 60% sur le lot exposé non protégé. En bleu, comme sur les autres graphes, le taux de mortalité des œufs exposés et protégés revient quasi à la normale. Le même protocole expérimental a été mis en place, cette fois-ci avec un ordinateur portable, et les résultats obtenus sont très similaires. L'étude a ensuite été réalisée avec un téléphone portable. En plus des 3 lots témoins, exposés, exposés protégés, un 4e lot a été étudié, représenté par la courbe en jaune. La courbe en jaune correspond au taux de mortalité embryonnaire lorsque le téléphone est équipé d'une cage de Faraday, un simple treillis métallique, qui va empêcher les micro-ondes de passer au-delà du téléphone. Les micro-ondes sont responsables des effets thermiques de l'appareil, comme on l'a vu précédemment. C'est la partie droite du graphe sur le spectre électromagnétique. Les œufs embryonnés ne sont donc pas exposés au rayonnement en micro-ondes du téléphone, mais uniquement au rayonnement en basse et extrêmement basse fréquence. Il s'agit donc des ELF vus précédemment. Or, selon la norme officielle, seuls les effets thermiques auraient un impact biologique. En diminuant les effets thermiques, puisque les micro-ondes sont coupées, on devrait logiquement diminuer l'impact biologique. Mais on constate l'inverse, c'est-à-dire qu'on va augmenter la toxicité biologique de l'appareil lorsque les micro-ondes sont coupées. La question de la validité des normes officielles, donc du SAR ou du DAS, reste donc posée. Au bilan de ces différentes études sur la mortalité embryonnaire, on constate 2 choses. Une toxicité biologique analogue pour l'ensemble des 3 appareils, écran à tube cathodique, ordinateur portable ou téléphone portable, et un retour à la normale de ce paramètre biologique avec une oscillation magnétique de compensation CMO. L'étude suivante concerne le système hormonal. Pour rappel, les hormones ont pour rôle de réguler l'activité et le comportement des organes. La CTH est une hormone de stress qui est produite par l'hypophyse. Cette étude, réalisée sur des souris exposées au rayonnement du téléphone portable, montre une multiplication par 4 de la libération de cette hormone de stress lorsque l'animal est exposé à ces champs électromagnétiques. La corticostérone va de même intervenir dans la gestion du stress et s'opposer au processus inflammatoire. La production de corticostérone diminue fortement chez les organismes exposés et revient à la normale avec un CMO. En jaune, notons là aussi que de couper les micro-ondes du téléphone ne diminue pas la toxicité biologique de l'appareil sur ce paramètre. Pour expliquer l'influence des champs électromagnétiques sur le sommeil et sur la fatigue en général, a été mesurée la production de mélatonine sur de jeunes poulets exposés à un écran d'ordinateur. La production de la mélatonine s'effondre littéralement dans ce cas de figure. Or, la mélatonine a un rôle crucial dans la régulation du sommeil, dans la régulation du cycle jour-nuit, et c'est également une hormone régulatrice du système immunitaire, comme la corticostérone d'ailleurs qu'on vient de voir. Une étude similaire concerne la production d'anticorps qui s'effondrent également dans ces mêmes conditions. L'organisme ainsi exposé est très affaibli dans sa capacité à faire face aux agressions pathogènes. Si on devait transposer ces résultats à l'homme, ces altérations du système immunitaire et hormonal entraîneraient entre autres des troubles du sommeil, une accélération des processus tumoraux, des infections à répétition, etc. La question se pose donc de savoir si ces résultats sont ou non transposables à l'homme. Youbissier et Bastide, docteurs et professeurs respectivement, et qui ont mené ces études sur la mélatonine et les anticorps, le suggèrent clairement. D'ailleurs, ces résultats sont à rapprocher d'études sur l'homme, qu'on va voir après, où on montre justement une très nette diminution de symptômes de type fatigue ou grippal lorsque les personnes sont protégées avec un CMO sur leur écran d'ordinateur. Pour le critère enrhumé-grippé par exemple, sur les 560 personnes de l'étude, une moyenne de 35% des individus présentaient ce symptôme, et avec les ordinateurs équipés d'un CMO, cette moyenne est tombée à 11% après un mois. Concernant la transposition à l'homme des études sur la mortalité embryonnaire, c'est-à-dire le risque de fausse couche, si on ne veut pas conclure car nous n'avons pas d'études sur ce sujet, on peut néanmoins comparer les évolutions des formes embryonnaires des 2 organismes, poulet et homme, et constater
qu'elles semblent très similaires. Regardons maintenant les mécanismes d'apprentissage avec une étude réalisée sur la neurogénèse, c'est-à-dire la prolifération des neurones dans l'hippocampe. Il est mesuré une diminution de 25% de cette croissance des neurones. Les conséquences possibles en seraient des troubles de la mémoire à court terme et la perturbation des mécanismes d'apprentissage. Ce dernier graphe concerne l'ion calcium Ca2+. L'ion calcium joue un rôle fondamental dans la plupart des réactions biochimiques intracellulaires. La concentration intracellulaire de cet ion a été mesurée dans l'hypophyse et on constate une multiplication par 2 de cette concentration, ce qui signifie que l'ion calcium est retenu dans les cellules de l'hypophyse et donc qu'il n'est pas disponible pour les échanges ioniques entre cette glande et les structures en relation avec elle. Il va alors être remplacé par d'autres ions qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, engendrant ainsi des risques de désordre biologique. Un graphe de synthèse rassemble et compare une partie des études réalisées sur l'animal sur les perturbations biologiques dues aux rayonnements électromagnétiques. Le lot témoin, en orange, a été ramené à 100 pour avoir une échelle adimensionnelle et ainsi pouvoir comparer les études entre elles. On retrouve en rouge les lots exposés non protégés, ACTH, ADN, etc. jusqu'à la mélatonine, et on visualise bien le retour à la normale de l'ensemble des paramètres biologiques étudiés lorsque ces organismes exposés sont protégés avec un CMO. Les études de validation biologique des CMO ont aussi été réalisées sur l'homme. On va maintenant en voir les principaux résultats. Ces études menées sur l'homme l'ont été sur le système respiratoire, sur les symptômes de stress chronique, en psychophysiologie par un médecin du travail, en neuropsychologie avec la mesure de l'humeur et en ophtalmologie. Une étude pilote a été réalisée sur le système respiratoire avec la mesure de l'oxyde nitrique présent dans le souffle des utilisateurs de téléphones portables. Il faut noter que l'oxyde nitrique, ou monoxyde d'azote, est un toxique cellulaire. Cette étude a été menée à Moscou en 2000, lorsque les téléphones n'étaient pas encore répandus comme aujourd'hui. Il a donc été possible de trouver des personnes qui n'utilisaient pas de téléphone portable avant l'étude. Après 2 semaines d'utilisation du téléphone, on voit une augmentation de 40% de la concentration en oxyde nitrique dans le souffle de ces personnes. Cet oxyde nitrique pourrait provenir d'une inflammation des tissus proches de l'oreille et expliquer ainsi pourquoi certaines personnes ont une sensation de chaleur lorsqu'elles téléphonent. Cette sensation de chaleur ne serait ainsi pas uniquement due à l'augmentation physique de la température du téléphone, mais aussi à l'inflammation tissulaire. On constate là aussi un retour à la normale de ce paramètre lorsqu'un CMO a été apposé sur leur téléphone. L'étude qui suit a été réalisée plusieurs fois sur un total d'1 millier de personnes au final, et sur plus de 500 personnes en double aveugle croisé. Ces 567 personnes exactement ne savaient pas si elles étaient protégées ou non, s'il s'agissait d'un CMO actif ou d'un placebo. Ont été mesurées les manifestations courantes de différents types d'inconfort, troubles du sommeil, problèmes de concentration, troubles musculo-squelettiques ou TMS, et autres inconforts de type fatigue, maux de tête ou symptômes grippales, maux de dos. Tous ces petits désagréments sont dérangeants, voire handicapants dans certains cas. On a constaté une diminution moyenne de 33% de l'ensemble de ces symptômes lorsque leur écran d'ordinateur était protégé avec un CMO. On peut donc affirmer qu'au moins un tiers des inconforts au poste de travail informatique proviendraient de la pollution électromagnétique parce qu'on a été capable de supprimer un tiers de ces symptômes simplement en positionnant un CMO sur leur écran. L'étude a été réalisée par le professeur Clement Croom à l'université de Reading en Angleterre. Pour les problèmes de fatigue par exemple, 75% des personnes présentaient ce symptôme avant la mise en place du CMO. Il n'était plus que 55% après 1 mois avec le CMO sur leur écran. De même pour les douleurs lombaires, où ce paramètre tombe de 28 à 10%. Ce test a duré 2 mois, sur donc quasiment 1 millier de personnes. Les personnes avant protection avaient en moyenne 6,6 symptômes, les problèmes de concentration, douleurs musculaires et autres qui viennent d'être évoqués. Et après 1 mois de protection, ce nombre a chuté à 4,4, c'est-à-dire une diminution d'un tiers.
L'étude suivante, réalisée sur plus d'une centaine de personnes, est le résultat d'un test utilisé dans les grandes entreprises et à l'armée pour les pilotes de chasse. Ce test consiste à mesurer la capacité des individus à gérer des informations contradictoires. Plus vous êtes stressé, moins vous avez cette capacité à gérer plusieurs informations contradictoires simultanément. Il s'agit du test de Stroop, dont voici les résultats. Initialement, sur 119 personnes, 73 sont évaluées comme stressées et 46 non stressées. C'est l'état de la situation initiale, la situation de référence. Après un mois de protection avec le CMO, elles ne sont plus que 22 à être considérées comme stressées et 97 non stressées. Ce test a été réalisé à l'hôpital Cochin par le Dr Marande, qui est médecin du travail. On est capable de mesurer également l'humeur d'une personne, son entrain, sa sérénité. C'est une mesure réalisée par le professeur Canavan, spécialiste en neuropsychologie clinique, sur une centaine d'étudiants et en double aveugle. L'étude nous montre une augmentation de presque 50% de la motivation, l'entrain, la sérénité, le calme de ces étudiants, avec le CMO disposé sur leur écran d'ordinateur. En ophtalmologie, ce sont les vacuoles sur la cornée qui ont été mesurées, après 4 heures de jeux vidéo. Les vacuoles sont des petites poches d'eau qui permettent, entre autres, d'isoler des composants potentiellement nocifs pour les cellules. Le CMO permet une diminution de 50% de ces ulcérations de la cornée. Il permet aussi de diminuer la fatigue oculaire et d'augmenter la capacité d'accommodation. Tous ces résultats montrent donc qu'il existe bien un stress électromagnétique, mais surtout qu'on est capable de compenser ou modifier les réponses biologiques avec une oscillation magnétique de compensation hyper faible. Il s'agit de la technologie CMO. 10 années de recherche scientifique ont permis de mettre au point et valider des produits adaptés à notre environnement quotidien. Ces travaux font des CMO la référence dans le domaine de la prévention électromagnétique.